Ces gens ne vous veulent pas du bien. Ne confondez pas ces gens avec le peuple rwandais qui n'a rien à voir avec cette affaire. Je parle bien de ces gens, les gens de l'UNAR. Ils ne nous veulent pas du bien. Ce qu'ils ont fait en RD Congo avec les millions de morts qu'ils ont fait, ils vont le faire au Congo-Brazzaville. Ce qui les intéresse, c'est votre bois, c'est votre pétrole, c'est votre littoral où il y a beaucoup de poissons, c'est vos richesses minières. C'est ce qui les intéresse. Vous savez, lorsque vous êtes dans une espèce de guerre économique, si vous voulez vendre votre dignité pour avoir la paix, vous allez perdre et la dignité et la paix. C'est une très grosse erreur que le président Sassou Nguesso a commis. Il a ses raisons. Il pouvait s'en sortir autrement que de se mettre sous la botte de ces hégémonistes rwandais qui ont décidé de mettre les grappins. Ils n'hésitent devant rien. Ce qui s'est passé en RD Congo se passera avec beaucoup plus de facilité au Congo-Brazza. N'oubliez jamais. Pour quel intérêt Denis Sassou Nguesso le ferait-il maintenant, là, surtout qu'il est au soir, finalement, de son pouvoir? Je ne suis pas dans ces pensées, mais je peux me permettre de réfléchir à haute voix. À supposer que Denis Sassou Nguesso soit frappé du virus qui frappe la plupart des dirigeants africains, celui de se faire remplacer par leurs propres enfants. Dans les accords signés entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville, le peu qu'on en sait, parce que bon, il est seul à savoir, mais le peu qui a été publié dans les réseaux sociaux et vérifié, en tout cas, il y a un volet sur la sécurité. Et dans le volet sécuritaire, c'est défendre les institutions du Congo-Brazza en cas de déstabilisation. Imaginez un seul instant que, d'une manière ou d'une autre, Denis Sassou Nguesso proposait son fils pour le remplacer. Et que certaines personnes se mettent à refuser. Par exemple, l'armée, ou je ne sais pas, il y a des émeutes. Qui on va appeler pour faire du sale boulot conformément à ces accords? Ce sera l'armée rwandaise qui ne fait jamais dans la dentelle. Je me suis toujours posé la question. Il y a des massacres aux poules. Comme par hasard, il y a des réfugiés rwandais pas très longtemps. Parce qu'on connaît comment ça fonctionne, même au Congo. La journée, c'est des réfugiés. Le soir, c'est les militaires de l'armée patriotique rwandaise. Je me demande si ce ne sont pas eux qui font ce sale boulot. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir monsieur Karen Maïzo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Christian Perrin, bonjour à tous vos téléspectateurs que je découvre avec plaisir. Tout l'honneur est pour moi d'être invité. En tout cas, merci de votre disponibilité et surtout d'accepter cette interview qui va porter sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques dont la région des Grands Lacs est en Afrique centrale, mais avec un point central, bien entendu, le rapprochement de Kigali et Brazzaville. Mais dans un premier temps, nous pourrons également faire un petit tour, un clin d'œil, dirais-je, vers l'Afrique de l'Ouest. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Telar TV, soyez également les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Karen, des grands bouleversements sont observés depuis un certain temps, bien entendu, en Afrique de l'Ouest. Une recrudescence des coups d'État, une zone qui était jusqu'à un moment donné réputée calme, politiquement parlant. Que peut présager ce vent de violence qui souffle depuis un certain temps et qui risque probablement d'embraser aussi l'Afrique centrale, pourquoi pas, les Grands Lacs? C'est un problème un peu complexe parce que lorsqu'on dit que l'Afrique de l'Ouest est stable, c'était une stabilité made in Occident. C'est-à-dire que l'Occident nous a vendu une démocratie qui se résume aux élections, plus ou moins régulièrement tenues. Or, la réalité, ce n'est pas celle-là. Que veulent les populations africaines ou ouest-africaines? La population africaine
ouest africaine veut une démocratie intégrale. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est la séparation des pouvoirs, c'est les checks and balances, c'est le respect des droits de l'homme. Et dans le respect des droits de l'homme, nous avons la liberté de réunion, la liberté d'expression. La démocratie, c'est aussi une certaine qualité économique. Alors, lorsque vous proposez à des populations de l'alternance, c'est-à-dire parce que telle tête te plaît, il va rester un peu longtemps, si telle tête ne plaît pas, bon, on va organiser des élections pour les dégager et crier alternance, les gens ne mangent pas l'alternance. Et les systèmes, hein, depuis la démocratisation, comme on l'appelle, les conférences nationales, ce système est arrivé à bout de souffle. Dans certains pays ouest africains, par exemple le Burkina Faso, le Togo, certaines personnes sont restées beaucoup trop longtemps au pouvoir. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on ne peut pas nous dire que c'était de la démocratie. Il y a certaines personnes en France qui ont choisi qui devaient être les présidents de la Côte d'Ivoire et qui lui ont dit comment il va diriger son pays. C'est-à-dire c'est un pays qui a un certain progrès économique, mais de quel progrès économique on parle? Un progrès économique où le pays est endetté, mais à un niveau, les générations futures auront à payer tout un fardeau parce que certaines multinationales se sont enrichies parce qu'ils ont, par exemple, construit en Côte d'Ivoire. On peut continuer à réfléchir, par exemple, sur le Bénin. On peut parler aussi du Niger, où on va nous parler de l'alternance. Mais le problème des Nigériens, ce n'est pas l'alternance. Le problème des Nigériens, c'est qu'est-ce qu'on fait de la manne de l'uranium? On ne peut pas continuer à enrichir l'ex-Areva qui a changé de nom. Je n'ai pas le nouveau nom en tête. On ne peut pas continuer à enrichir la France à travers l'ex-Areva. Et pour les Nigériens, leur dire, bon, écoutez, vous avez l'alternance, vous allez manger l'alternance. Ah non, on n'a pas l'électricité. Non, ce n'est pas un problème. Du moment qu'il y a l'alternance, du moment qu'on va crier un peu, on va vous estampiller pays démocratique parce qu'il y a des élections, alors là, les Niger, ça va. Ça, c'est le premier degré ou le premier plan. Le deuxième plan, c'est l'arrivée des islamistes dans cette région. Mais d'où viennent-ils et par qui sont-ils financés? Ils viennent de la destruction de la Libye. Les Libyens qui n'ont rien demandé. On avait un pays qui fonctionnait. On avait des gens qui avaient presque le même niveau de vie que les Portugais, presque le même niveau de vie que les Portugais et les Espagnols. Maintenant, on a un pays qui est détruit où on a volé, il n'y a pas d'autre terme, hein, soyons crus et directs. On a volé l'argent libyen dans des banques occidentales. Plus de 380 milliards de dollars dans des banques belges et un peu plus de 400 milliards de dollars dans les banques britanniques. All debt du siècle. Et tous les armes qu'il y avait en Libye se sont retrouvés entre les mains de ceux qu'on appelle djihadistes. Mais les djihadistes sont financés par qui? Par les Qatars, par exemple. Qui est derrière les Qatars? C'est les États-Unis. Bon, c'est comme est-ce qu'on peut penser que finalement, ça a été un plan minutieusement bâti pour finalement reconquérir l'Afrique en partant, bien sûr, de la Libye? C'était un plan minutieusement bâti parce que, en fait, l'objectif, c'est quoi? Les Africains ne doivent pas être propriétaires de leur sol, de leur sous-sol, enfin bref, de leurs matières premières. C'est les continents les plus riches, on doit mettre les grappins dessus. Mais pour que les Africains ne soient pas propriétaires ou souverains, pour faire court, il faudrait les mettre dans une position telle qu'ils auront toujours un problème de sécurité à résoudre. Soit ils vont commencer à se battre entre eux, se neutraliser et ne pas s'occuper de l'économie, soit il y aura des forces exogènes qui seront dans ces pays-là pour les affaiblir. Posez-vous une question toute simple. La première puissance économique de l'Afrique, le Nigeria, avec tout ce que ce pays a comme université intellectuelle, avec ce que ce pays a comme population, 230 millions d'habitants. Regardez la diaspora du Nigeria, une des diasporas les plus dynamiques qui soit en Afrique. Vous pensez que le Nigeria est vraiment incapable de venir à bout d'un mouvement comme Boko Haram? Qui finance Boko Haram? Qui arme Boko Haram? Qui conseille Boko Haram? Répondre à cette question, c'est comprendre au moins tout ce qui se passe dans la zone sahélienne. Qui a créé l'État islamique ou le Daesh? Qui a créé Daesh? Al-Baghdadi, quelqu'un qui sort de prison, il se retrouve à la tête d'une armée, il veut créer un califat. Qui est derrière lui? Qui a fabriqué Oussama Ben Laden?
Qui a créé, par exemple, les Hamas? Si vous répondez à toutes ces questions, vous comprendrez ce qui se passe en Afrique. Et la jeunesse africaine a compris que, bon, on nous ramène un peu de vocabulaire, ouais, les discours de la bolle, ouais, la démocratisation. Mais bon, la démocratisation, c'est juste les élections, quoi, en fait. Il n'y a pas de perspective d'avenir. Et donc, on peut bien comprendre que ce sont des troubles, en fait, entretenus par certaines puissances pour essayer de distraire les Africains pendant qu'ils prennent de la matière. Parce qu'une fois, on l'a entendu dire d'ailleurs, paix à son âme, hein, Jacques Chirac qui disait « c'est pendant la guerre qu'on fait des bonnes affaires ». J'ai l'impression que c'est bien ce principe qu'on veut appliquer ou qu'on applique en Afrique. Même si on le dit de façon caricaturale et très court dans une émission, parce que ce n'était pas vraiment le thème, de façon caricaturale, mais c'est au fait ça le problème. Et même pour ce qui est des coups d'État, d'un côté, c'est la jeunesse africaine qui n'en peut plus, qui veut vraiment que ça change. Mais de l'autre, certains coups d'État aussi peuvent être instrumentalisés par certains services occidentaux pour des motifs inavouables, et il suffit un peu d'ouvrir l'œil. C'est juste qu'ils gèrent et le pouvoir en place et le pouvoir issu du coup d'État. C'est-à-dire que ce soit le pouvoir en place ou le pouvoir issu du coup d'État, il y a un même patron derrière qui tire les ficelles. Un même patron qui tire les ficelles. Peut-être qu'on le saura après. Mais je vous ai entendu parler d'alternance et vous avez dit aussi stabilité. Généralement, ça va de pair. Et quand les Occidentaux veulent intervenir, c'est pour, disent-ils, garantir la stabilité. Nous avons entendu ce discours au Tchad, par exemple. Pour la stabilité du Tchad, disait le président d'ailleurs français Emmanuel Macron, ils ne permettront pas que le Tchad puisse être déstabilisé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par stabilité finalement? Apparemment, nous n'avons pas, c'est pas la même sémantique, c'est pas la même définition que nous avons du mot. Lorsque les Français, par exemple, ou les Occidentaux disent stabilité, et quand nous parlons de stabilité, apparemment, ce n'est pas la même signification, ce n'est même pas la même portée que nous avons de ce mot. Mais parce que le problème est généralement toujours mal posé par eux. Lorsqu'on parle de stabilité, il faudrait d'abord commencer par poser la question de ne pas déstabiliser. Parce que, bon, un pays qui fonctionne plus ou moins tant bien que mal, vous le déstabilisez et vous venez, en fait, vous venez comme un pyromane, vous allumez le feu, vous déstabilisez le pays et vous venez en pompier. Ah, nous voulons stabiliser le pays. Mais il fallait d'abord commencer par ne pas déstabiliser le pays. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut toujours rêver. Le droit international, on peut toujours rêver. Le droit international est ce qu'il est. Mais en droit international, la non-immixtion dans les affaires intérieures des États souverains est un principe sacro-saint. De quel droit un dirigeant occidental peut se réveiller le matin, je vais stabiliser le Tchad? Est-ce que les Tchadiens lui ont demandé de stabiliser le Tchad? C'est ça la grande question. Après, on va dire qu'il y a des accords militaires. OK, on peut toujours continuer à réfléchir. Ces accords ont été signés dans quel cadre? Est-ce qu'il y avait un libre consentement? Est-ce que ce n'était pas très déséquilibré? Est-ce que ce n'était pas des accords imposés où un État puissant arrive, il dit à un dirigeant, écoutez, si vous ne voulez pas, comme à la mafia en fait, si vous ne voulez pas payer la piso, vous ne voulez pas signer cet accord, je vais vous déstabiliser, vous chasser de là. Et lui, il signe. Alors, ces accords-là, généralement, c'est pour protéger le pays contre des agressions extérieures et non pour s'immiscer dans des troubles internes. Parce que ça relève de la souveraineté de l'État. Donc, c'est cette politique de subordination des pays africains par rapport à certains pays occidentaux qui parle comme ça de précaré. Je ne sais pas si un matin les États-Unis peuvent rêver que la Chine est devenue un précaré. Je ne sais pas s'ils peuvent même rêver un tel. Et donc, il faut comprendre par stabilité les intérêts de ces puissances étrangères. Alors. La stabilité des intérêts. Qu'il n'y ait pas de troisième larron qui viendra manger dans l'assiette du patron. C'est ça ce qu'on appelle la stabilité. La stabilité de l'assiette, ou si vous voulez, la stabilité des contrats, de l'accès aux matières premières. C'est ce qu'ils appellent stabilité. Lorsque vous commencez un peu à saluer un peu beaucoup les concurrents, et voilà, et bon, le pays n'est plus stable. On vous déstabilise
Et on vient stabiliser, mais stabiliser veut dire soit vous obéissez, vous restez, soit on vous chasse. Alors, vous avez dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un troisième larron, mais malheureusement, c'est ce qu'on est peut-être en train d'assister. Après la France, les États-Unis, il y a la Chine qui arrive en Afrique, et nous sommes en train de le constater. Et depuis lors, il y a des troubles un peu partout, probablement. Quelqu'un me disait d'ailleurs, c'est une guerre entre puissances qui a été transposée en Afrique. On va peut-être comprendre cela avec vous. Alors, tombons donc sur le sujet central de cette émission, le rapprochement de Kigali et Brazzaville. C'est dans le cadre, bien sûr, d'une série des accords de coopération, parmi lesquels on va peut-être identifier deux. Celui qui fait parler aujourd'hui, c'est la concession de 12 000 hectares de terre du Congo-Brazzaville au Rwanda. Et nous savons que dans cette concession, bien entendu, il y a des zones qui paraissent beaucoup plus sensibles, surtout pour les voisins. Je parle de Maluku, par exemple. Quelle lecture pouvez-vous faire, par exemple, de ce rapprochement entre Kigali et Brazzaville? Bon, vous êtes gentil de parler des rapprochements. Ça, c'est normal. Mais moi, je ne vois pas ça en termes de rapprochement. Je vois ça en termes de Kigali qui étend ses tentacules jusque vers Brazzaville et qui met les grappins sur le Congo-Brazzaville. Parce que aujourd'hui, c'est déplorable à dire. Le pouvoir rwandais, à ne pas confondre avec le Rwanda en général, le pouvoir rwandais est un pouvoir mercenaire. Tout ce qui dirige le Rwanda, c'est-à-dire les anglophones, pas tous les Rwandais, je parle bien d'un groupe bien identifié, c'est devenu un peuple mercenaire au service des intérêts anglo-saxons en Afrique. C'est eux qui ont déstabilisé l'Ouganda. Vous savez, ils ont maltraité les Hutus au Rwanda et au Burundi. Et lors de la révolution sociale de 1959, les Tutsis ont été chassés de ces deux pays et se sont retrouvés réfugiés en Ouganda. Et là-bas, c'est sous le parti politique royaliste, suprématiste et raciste, l'UNAR, l'Union nationaliste rwandaise, dirigée à l'époque par François Roukeba, qui s'est retrouvé en Ouganda dans les camps de réfugiés. Ils ont mené la guerre, aidés par les Britanniques, pour chasser le président ougandais de l'époque, Tito Okello, du pouvoir. Lorsqu'ils ont chassé Tito Okello, posez-vous la question. Museveni arrive au pouvoir, il nomme comme responsable des renseignements militaires, s'il vous plaît, un réfugié. C'est comme si à l'époque en Ouganda, il n'y avait pas de gens qui ont fait des études, il n'y avait pas de militaires. Il arrive au pouvoir, il nomme, s'il vous plaît, un réfugié. Un étranger dont un étranger qui n'était même pas dans une université ou je sais quoi, qui n'a pas fait d'études, on le prend dans un camp de réfugiés, on les nomme responsable des renseignements militaires. Cet étranger s'appelait Paul Kagame. C'est le petit-fils d'un de leurs rois Kigeri IV. Et là-dedans, on va lui donner des moyens énormes. Pendant que Fred Rwigema, un des militaires rwandais qui s'est retrouvé en Ouganda, disait, bon, nous, on est réfugiés ici, on va juste rentrer, reconquérir le Rwanda et rester dans notre pays. Mais Kagame, ils avaient un projet, il dit non, nous, on va étendre nos tentacules dans toute la région des Grands Lacs. On va étendre nos tentacules et créer un empire, l'empire Imatuti. Pour cela, on l'a pris aux États-Unis, on l'a formé à Fort Leavenworth, en Arkansas, là où se trouve son patron, Bill Clinton, qui a dit qu'il avait besoin, qu'il allait créer un nouveau type de dirigeants africains. Et parmi ces nouveaux types de dirigeants africains, il a cité Museveni et Paul Kagame. Et l'objectif de Paul Kagame, c'était récupérer le Rwanda, récupérer le Burundi, envahir le Congo et si possible, aller jusqu'au Cameroun. C'était ça l'objectif, sachant derrière qu'il y avait les Américains. Fred Rwigema s'y opposait, il est mort de façon mystérieuse. Je n'irai pas jusqu'à affirmer qu'il a été assassiné. Mais bon, certains auteurs n'étaient pas loin de cette affirmation. Donc, bon, enfin, je suis en train de comprendre que Kagame, c'est le fruit de Bill Clinton, c'est ça? C'est le fruit des services américains, appelons-les même Kagame l'américain, entre guillemets. C'est vraiment le fruit des services américains. Formés, équipés, soutenus, avec des moyens énormissimes, militaires, financiers, communicationnels, satellitaires. C'est des Américains qui assurent sa communication. Donc, ils arrivent, ils prennent le Burundi,
ils prennent le Rwanda, ils prennent aussi le Burundi. Et dans le livre « Les Canada dans les crimes en Afrique centrale » ou je crois « Stratégie du chaos du mensonge » derrière dans ma bibliothèque, Patrick Mbeko publie même un affidavit de la lettre que Kagame écrivait au président burundais pour les remercier en disant « Merci pour votre coopération. Comme on a parlé avec le grand frère, donc Museveni, maintenant, on doit bosser pour continuer jusqu'au Congo. » Donc, même la stratégie après les génocides, lorsque l'avion transportant le président Juvenal Habyarimana et Cyprien Taryamira du Burundi a été abattu, j'ouvre juste une parenthèse. Les accords d'Arusha, c'était quoi? C'était que les Tutsis, 14% de la population, ne pouvaient jamais arriver au pouvoir par les élections, ni au Rwanda, ni au Burundi. Ils sont allés négocier un accord à la demande de la France en disant, bon, écoutez, vous ne gagnerez jamais aux élections, vous êtes minoritaire. Au lieu de faire la guerre, on va signer un accord, on va vous donner 50% des postes, même si vous êtes minoritaire. Kagame a refusé. Il a continué à mener la guerre civile jusqu'à ce que l'avion soit abattu et le monde entier sait que c'est lui. Mais bon, il n'y a que la justice française qui ne voit pas que c'est lui. Et c'est cela qui a déclenché le génocide. Et quand le génocide a été déclenché, ils ont verrouillé toutes les frontières, laissant juste une ouverture comme une espèce d'entonnoir vers la République démocratique du Congo. C'était une stratégie militaire. L'objectif, c'était faire fuir tous les Hutus au Congo et les pourchasser là-bas au Congo et avoir une raison légale, légitime d'envahir le Congo. Pourquoi envahir le Congo? C'est pour des raisons économiques, piller ces pays et enrichir l'UNAR, c'est-à-dire le parti politique là qui est propriétaire et du Rwanda et de l'Ouganda, le Burundi vient de s'en défaire. Et l'UNAR est propriétaire de Crystal Adventure, les fonds souverains rwandais. Les Rwandais qui n'ont aucune richesse. Qui en est propriétaire réellement? Paul Kagame. Paul Kagame. C'est un fonds souverain très riche, Paul Kagame, qui est nourri de tout ce qu'on pille en République démocratique du Congo. Et c'est l'UNAR qui tient les... Pardon, l'UNAR en tant que parti politique, qui est propriétaire du Front patriotique rwandais, l'armée patriotique rwandaise, l'armée ougandaise. Et sur le plan économique, ceux qui tiennent en main l'économie rwandaise, c'est Crystal Adventure, qui finance, qui crée des banques, qui construit. Avec quelle activité réellement? Mais c'est un fonds souverain. Ils financent, ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils pillent au Congo. Les gens peuvent aller chercher sur Internet Crystal Adventure, très riche, qui nous explique d'où vient leur argent. Qui nous explique tout simplement d'où vient leur argent. Et le Rwanda est exportateur du coltan, c'est ce qu'on apprend. Voilà. Oui, ben, on peut toujours me montrer une carte et me dire où se trouve le coltan au Rwanda. Moi, je sais que 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent au Congo. Si quelqu'un a une carte où se trouve le coltan et l'or aussi que le Rwanda exporte en plusieurs milliers de kilos, ben, qu'on nous montre où se trouve le coltan, où se trouve l'or. C'est aussi simple que cela. Qu'on nous montre. Donc, après avoir mis les grappins sur la République démocratique du Congo pour les piller sur le plan économique et renflouer Crystal Adventure, il fallait aussi mener une guerre raciste parce que les Tutsis, on leur a fait croire par les Belges qu'ils étaient supérieurs aux Bantous. Donc, il faut soumettre tous ces peuples Bantous aux alentours. Et ces peuples Bantous, qui dit Bantou, c'est tous ceux du bassin du fleuve Congo. Et ils sont du bassin du fleuve Nil. Il faut soumettre tous ceux du bassin du fleuve Congo, à commencer par les Congolais de la RDC, les Congolais de Brazzaville, les Gabonais et les Camerounais. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Si le président Denis Sassou Nguesso se permet de signer ce genre d'accord, lui qui a déclaré dans Carnage de Pierre Péan qui était réellement Kagame, allez, je crois, vers les derniers chapitres, quand il démontrait qui est derrière Kabila, qui est derrière Kagame, lui-même, il est dit qu'est-ce qui a changé entre les propos du président Denis Sassou Nguesso chez Pierre Péan et les Kagame avec qui il signe des accords. Qu'est-ce qu'il disait en substance pour l'intérêt de nos téléspectateurs? J'ai les livres derrière, je ne vais pas me retourner pour les prendre, sinon j'allais lire. En fait, en substance, il disait, lorsque vous êtes sous un arbre et que vous voyez un arbre qui n'est pas sec et que vous voyez des feuilles vertes tomber, c'est qu'il y a un singe dessus qui fait tomber les feuilles. Là, il parlait de Joseph Kabila. Et démontrer que Paul Kagame est derrière Joseph Kabila
et que c'est Paul Kagame un peu qui mène la guerre au Congo. Et il les a vus à New York s'embrasser dans un hôtel. Et quand ils ont su que les journalistes les ont vus, ils ont tout fait pour rechercher tous les journalistes et récupérer toutes les photos, les effacer. En fait, à l'époque, ils voulaient démontrer, il dit, bon, Kabila, il sort d'où, il arrive, il est reçu partout à la Maison-Blanche, pour démontrer que derrière Kabila, il y a Paul Kagame et montrer les rôles néfastes de Paul Kagame par rapport à tout ce qui arrive en République démocratique du Congo. Tout ce qui peut acheter l'ouvrage Carnage de Pierre Péan, je crois, sauf erreur de ma part, lisez tout simplement le dernier chapitre ou l'avant-dernier, mais ça va faire une vingtaine de pages, où il explique ce que le président Sassou Nguesso lui a dit. Là, il est en train de réfléchir et à la fois sur Paul Kagame et Joseph Kabila. Moi, je me pose la question, entre l'époque où il a parlé à Pierre Péan et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé déjà en République démocratique du Congo et qu'est-ce qui a changé par rapport au Congo-Brazzaville pour qu'il accepte de se mettre sous le fourche codine du président Paul Kagame. C'est un accord qui ne ramènera rien au Congo-Brazzaville. La philosophie politique de cet outil, venu de l'Ouganda, c'est des gens très perfides, c'est des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Ils emploient ce qu'on appelle l'ubwenge, une espèce de perfidie, mensonge, manipulation. C'est un terme qu'on ne trouve qu'en Kinyarwanda, en Afrique et ailleurs, il n'y en a pas. Et il pratique cela avec tellement de maestria que les Congolais de Brazza n'y verront que du feu. Vous savez, lorsque vous êtes dans une espèce de guerre économique, si vous voulez vendre votre dignité pour avoir la paix, vous allez perdre et la dignité et la paix. C'est une très grosse erreur que le président Sassou Nguesso a commis. Il a ses raisons. Il pouvait s'en sortir autrement que de se mettre sous la botte de ces hégémonistes rwandais qui ont décidé de mettre les grappins. Ils n'hésitent devant rien. Ils ont même fait des tentatives pour mettre l'Angola à genoux. Est-ce que cela veut dire que ce rapprochement peut refroidir évidemment les relations entre Brazzaville et Kinshasa? Non, ça ne va pas refroidir les relations entre Brazzaville et Kinshasa parce que Kinshasa est sous la coupe de Kigali. Kinshasa n'a pas de volonté. Kinshasa, le Congo, mais Kinshasa n'a pas de volonté. Le Congo-Kinshasa est un pays occupé. Un pays occupé par le Rwanda. Donc, non, mais aujourd'hui, on a quand même un président congolais qui est Félix Tshisekedi, qui est là. Félix Tshisekedi, n'a pas été élu. Il a été nommé électoralement par son prédécesseur. Son prédécesseur, qui est un ancien officier de l'armée patriotique rwandaise. Donc, le pays est hyper occupé. Alors, si vous voulez, faisons juridique. Pour qu'il y ait occupation, généralement, il faut qu'il y ait une agression. Tout ce qui s'est passé au Congo depuis août 1996, les vidéos existent où lui-même, Kagame et Museveni font des déclarations. Les vidéos existent. Ça rentre dans le cadre de la résolution 3314 des Nations Unies du 14 décembre 1974, 33e Assemblée générale des Nations Unies sur l'agression. Lorsque vous manipulez des gens à partir de votre frontière, lorsqu'un voisin vous appelle et que vous arrivez chez lui, vous faites autre chose que ce dont il vous a appelé. Lorsque vous provoquez un embargo, vous l'étouffez un peu économiquement. Lorsque vous traversez avec votre armée, voilà, la liste n'est pas exhaustive. Donc, le Congo a été agressé par le Rwanda en 1996, en août, ce qui a abouti à ce qu'on a appelé la guerre de l'AFDEL, revendiquée publiquement par Museveni et Kagame. Donc, le Congo a été agressé si on lisait la résolution 3314 que je vous ai citée. Une fois arrivé au pays, on a même eu un chef d'état-major de l'armée congolaise, James Kabarebe, après ministre de la Défense au Rwanda et conseiller du président Paul Kagame. On a toute une ribambelle de généraux rwandais qui se sont congolisés comme ça, sur un coup de baguette magique, parce que les Tutsis anglophones rwandais, ce sont les seuls dans la région des Grands Lacs qui ont le droit d'avoir toutes les nationalités. Ougandais en Ouganda, Rwandais au Rwanda, Congolais au Congo, et demain, ils deviendront Congolo-Brazzaville au Congo-Brazzaville. C'est les seuls. Hein? Kagame a été Ougandais en Ouganda, Rwandais au Rwanda. James Kabarebe a été Ougandais en Ouganda, Rwandais au Rwanda, Congolais au Congo, et de nouveau Rwandais au Rwanda. Oui, mais c'est curieux quand même que vous puissiez dire que
disons, Félix et Paul Kagame sont sous la même coupe, alors que là, nous assistons depuis un certain temps à une tension qui monte entre Kigali et Kinshasa. Et dernièrement, je crois que c'est sans embâche que la RDC a déclaré ouvertement que c'est le Rwanda qui envahissait, sinon qui violait son territoire. C'est en sorte une déclaration de guerre. Comment comprendre ça? Les jeunes d'ici disent c'est du pipeau. Sans déshonorer votre plateau, c'est du pipeau. Le Congo est un pays occupé par le Rwanda. L'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, lorsqu'il a été nommé, chassé de l'Afrique du Sud, parce que soupçonné d'appartenir au service Action, qui assassinait certains opposants politiques en Afrique du Sud, dont Kairegeya. Le général Kayimbi, responsable des renseignements militaires, fait une note au président Félix Tshisekedi que nous ne devons pas accepter cet ambassadeur à Kinshasa. Il appartenait au service Action. Il est précédé d'une réputation sulfureuse. Le président Tshisekedi est passé outre. L'ambassadeur est à Kinshasa. Il a fait des déclarations publiques qui ont choqué toute l'opinion publique congolaise. Les autorités congolaises étaient presque couchées. Quand lui nie toutes les souffrances qui allaient au Congo, avec ironie, où sont les morts, ils sont combien? Avec ironie, une espèce de négationnisme. Bon, après, le négationnisme, c'est lorsque, bon, voilà, un génocide est établi juridiquement et tout ça, bon, vous le niez. Mais au moins, la souffrance du peuple congolais, le nombre de morts documentés par des rapports des Nations Unies, venir ironiser pour dire où sont les morts, qu'il n'y en a pas, ça s'apparente à du négationnisme. On n'a rien fait. Posez-vous la question, est-ce que c'est ça la réaction qu'un président qui a tous les moyens pouvait avoir par rapport à la situation actuelle? L'ambassadeur du Rwanda n'est pas renvoyé, les relations diplomatiques ne sont pas rompues, la frontière n'est pas fermée, il n'y a pas de déclaration de guerre et il va raconter au monde entier qu'il est indépendant. Pendant qu'il fait son service minimum, il ne renonce pas aux accords de raffinage de l'or et du coltan par les Rwandais, à part suspendre un peu Rwandais qui devaient venir au Congo tous les jours, ça dit parce qu'on avait cédé aussi l'espace aérien, et Rwandais qui desservaient même des lignes intérieures sans accord Open Sky. C'est du jamais vu. Parce que Rwandais pouvait faire Goma Lubumbashi, pouvait faire Goma Kinshasa, et pire, pouvait même se desservir une ville provinciale dans le monde entier. Donc, Rwandais peut faire Goma, Dubaï, Goma, Londres, Goma, Lagos. Voilà, tout ça. Donc, quand on regarde la réaction du président Tshisekedi, c'est le service minimum, juste pour calmer les ardeurs de l'opinion publique. Il ne fait même pas les 1/10 de ce qu'il aurait dû faire en pareille situation. Cela prouve encore une fois de plus que non seulement le pays est occupé, mais il y a connivence entre les autorités congolaises et les autorités rwandaises. Cette connivence, à y regarder de près, c'est des relations de subordination. Subordination, le maître, c'est qui alors? C'est Paul Kagame. Ah, mais il a déclaré que personne n'est au pouvoir au Congo s'il n'est pas passé par moi. Vos web téléspectateurs peuvent faire des recherches sur Internet, ils verront la vidéo où Kagame est en train de le dire. Du sommet jusqu'au plus petit, personne ne peut accéder au pouvoir au Congo s'il ne vient pas nous voir. Kagame le dit, la vidéo existe. Et donc, on peut penser que c'est cette même volonté qu'il veut aussi traduire dans les faits au niveau de Brazzaville, c'est ça? Ben avec perfidie, je vous ai dit qu'il y a deux projets. Mettre les grappins sur les richesses économiques, le Congo-Brazzaville est bourré de pétrole, et ensuite soumettre les peuples bantous. C'est des hégémonistes Tutsis venus de l'Ouganda. Donc, le Congo-Brazzaville, quel que soit le beau discours qu'on peut lui faire, ce qui s'est passé en RD Congo se passera avec beaucoup plus de facilité au Congo-Brazzaville. N'oubliez jamais. Pour quel intérêt Denis Sassou Nguesso le ferait-il alors que voilà, il est dans un pays qui lui a tout donné? Pour quel intérêt il va le faire finalement, maintenant là, surtout qu'il est au soir finalement de son pouvoir? Je ne suis pas dans ces pensées, mais je peux me permettre de réfléchir à haute voix. À supposer que Denis Sassou Nguesso soit frappé du virus qui frappe la plupart des dirigeants africains, celui de se faire remplacer par leurs propres enfants. Dans les accords signés entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville, le peu qu'on en sait, parce que bon, il est seul à savoir, mais le peu qui a été publié dans les réseaux sociaux,
et vérifier. En tout cas, il y a un volet sur la sécurité. Et dans le volet sécuritaire, c'est défendre les institutions du Congo-Brazza en cas de déstabilisation. Imaginez un seul instant que, d'une manière ou d'une autre, Denis Sassou Nguesso proposait son fils pour le remplacer. Et que certaines personnes se mettent à refuser. Par exemple, l'armée, ou je ne sais pas, il y a des émeutes. Qui on va appeler pour faire du sale boulot conformément à ces accords? Ce sera l'armée rwandaise qui ne fait jamais dans la dentelle. Les Centrafricains en savent quelque chose. Les Sud-Soudanais en savent quelque chose. Les Rwandais, ils en savent quelque chose. Posez les Congolais la question, ils en savent quelque chose. Ils vont faire les sales boulots. Hein. Je me suis toujours posé la question. Il y a des massacres aux poules. Comme par hasard, il y a des réfugiés rwandais pas très longtemps. Parce qu'on connaît hein, comment ça fonctionne, même au Congo. La journée, c'est des réfugiés. Les soirs, c'est les militaires de l'armée patriotique rwandaise. Je me demande si ce ne sont pas eux qui font ces sales boulots aux poules. C'est juste une question, je me demande. Et quand on leur donne comme ça des portions de terre qui vont faire des fermes agricoles, je me demande ce qu'ils vont faire ces fermes, si c'est vraiment des agriculteurs ou c'est des militaires. Ce n'est pas des bases militaires déguisées. Évidemment, ça se saura peut-être d'ici là. Alors, on va donc repartir vers l'est de la RDC. Je disais tout à l'heure, la tension montait, mais vous avez dit qu'ils sont dans la même coupe, et c'est ce qui est d'ailleurs curieux. Et depuis que cette situation est critique d'ailleurs, c'est comme si l'ONU ne s'exprimait pas sur la question, alors qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. C'est toute la communauté internationale qui est debout, mais depuis que ça massacre, j'allais dire, hein, j'utilise ce terme-là comme ça, parce qu'on est déjà à plus de 6 millions hein, de victimes, même si on peut parler des dégâts collatéraux. Entre 6 et 10 millions, voilà. Entre 6 et 10 millions de victimes déjà. Et pourquoi est-ce que l'ONU ne s'exprime pas là-dessus? L'ONU ne s'exprime pas là-dessus parce que qui dit l'ONU, c'est qu'on a pris l'habitude d'appeler pompeusement communauté internationale. Bon, quand il n'y a pas communauté d'intérêt, on ne parle pas de communauté internationale juridiquement. Après, moi, j'appelle cela club occidental. C'est eux qui dirigent le monde et qui ont imposé un ordre mondial. Si vous êtes avec eux, vous êtes du bon côté de la barrière, vous êtes encensé. Si vous êtes du mauvais côté de la barrière, vous les confrontez, vous êtes des diables. Là, on est en train de crier haro sur la Russie parce que la Russie se défend et que la Russie se trouve du mauvais côté, entre guillemets, de l'histoire. Comme l'a dit Joe Biden ce matin, parlant du président chinois qui a promis de soutenir la Russie, il a dit qu'il se mettait du mauvais côté de l'histoire. Je ne sais pas si ce sont les États-Unis qui écrivent l'histoire. Les Rwandais se trouvent avec les États-Unis. Qui a fabriqué Paul Kagame? Qui a fabriqué les Rwandais actuels? Qui fait passer les Rwandais comme un modèle économique, ce qui est faux, avec des statistiques économiques bidouillées, bidons. Et pourtant, le Rwanda a toujours été pris comme modèle économique en Afrique. Oui, parce qu'il accepte cette félonie. Le Rwanda n'est pas un modèle économique. Le Rwanda ne vaut pas la Guinée équatoriale. Le Rwanda ne vaut pas le Sénégal. Le Rwanda ne vaut pas le Botswana. Le Rwanda ne vaut pas le Nigeria. Le Rwanda ne vaut pas l'Afrique du Sud. Le Rwanda ne vaut pas la Côte d'Ivoire. C'est un pays où on cache des clochards dans des caniveaux. Des enfants de rue sont cachés dans les caniveaux pour que les touristes ne les voient pas. Quand nous, on le disait, les gens pensaient qu'on trompait. M6 a montré un documentaire où les enfants sont cachés dans des égouts pour que les étrangers ne les voient pas. Et quand on nous parle du Rwanda, on voit généralement Kigali est une route. Il n'y a pas d'autres villes au Rwanda. Qu'on aille nous montrer d'autres villes. Qu'on aille nous montrer d'autres villes. Les cabinets britanniques qui trafiquaient leurs statistiques économiques a refusé de les suivre. Et il y a un débat à l'intérieur même de la Banque mondiale où certains fonctionnaires n'acceptent plus cette falsification des données, des statistiques économiques concernant le Rwanda. Un pays qui a plus de 36% de son budget financé par l'extérieur, on ne peut pas dire que c'est un modèle économique. Un pays qui, dans ses statistiques économiques, on voit 36% aide internationale et une bonne partie, les coltans, l'or qu'ils n'ont pas. Tout cela, c'est du pipeau. Le Rwanda n'est pas ce qu'on nous présente. C'est de la communication. Beaucoup plus
des mirages que des miracles. Les Rwandais, il y a même un article assez intéressant sur Internet, vous tapez Rwanda, mirage, miracle, vous verrez à peu près une bonne partie de ce que je vous dis. Comment on fabrique la réputation du Rwanda par des cabinets américains. Au Rwanda, il n'y a rien. Paul Kagame, c'est un mystificateur. Il est soutenu par les États-Unis et pour les États-Unis, du moment qu'il joue le rôle de peuple mercenaire, il y a un général américain, non, il y a un politique américain, je passe son nom en tête là, il y a un politique américain qui a dit, bon, on peut le retrouver facilement sur Internet, il a dit à peu près ceci. L'avantage avec les Rwandais, c'est qu'ils font à notre place les boulots que, voilà, que nous-mêmes on devrait faire. En fait, les Américains ne se salissent plus les mains, ils mènent des guerres par procuration. Et les Rwandais les font tellement bien, avec obéissance, qu'ils sont les chouchous des Américains. Du coup, on ne peut pas s'attaquer au Rwanda, au Conseil de sécurité, où se trouvent les États-Unis et la Grande-Bretagne comme membres permanents. C'est ça la vraie raison. Et la France ne lèvera pas les petits doigts. Il est du côté occidental. Et lui aussi, elle aussi, cherche à revenir dans cette région pour avoir voix au chapitre. Il faut faire profil bas, en fait. Donc, on a au Conseil en fait, de sécurité... c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure, parce que nous avons vu également, lors de la visite, bien sûr, du roi belge, dernièrement, et pendant qu'il est à Kinshasa, de l'autre côté, les M23 étaient en train d'attaquer. Et curieusement, il n'a rien dit, il n'y a aucune déclaration de Bruxelles à ce sujet, même pas la France, bien sûr, qui aujourd'hui a confié d'ailleurs l'OIF aux mains de l'ancienne ministre de l'Information des Affaires étrangères du Rwanda. Personne ne parle jusqu'à aujourd'hui. Donc, on n'a entendu ni la voix de la France, ni la voix de Bruxelles. On a attaqué Bunagana, pas lorsque le roi était à Kinshasa. Le roi était au Kivu. À Kinshasa, c'est à 2000 km. On a attaqué pendant qu'il était sur place. Lorsque un petit pays comme le Rwanda se permet ce genre d'affront, c'est que derrière, comme l'a dit le président Sassou Nguesso, lorsque vous êtes sous un arbre et qu'il y a des feuilles vertes qui tombent, c'est qu'il y a un singe qui fait tomber les feuilles vertes. Les feuilles ne tombent pas comme ça, s'ils ne sont pas sèches. Si les feuilles vertes donc, est-ce qu'il faut dire que là, Bruxelles capitule, c'est cela, alors que c'est la puissance coloniale quand même? Bruxelles a toujours capitulé parce qu'après les génocides, lorsque le gouvernement intérimaire rwandais dirigé par Agathe Uwilingiyimana a été mis en place, on a assassiné 10 casques bleus belges. 10 casques bleus, je dis bien, assassinés de la manière la plus horrible qui soit. La Belgique s'est couchée et s'est tue jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Si la Belgique ne peut même pas réclamer les 100 des 10 casques bleus belges, vous pensez que les Belges vont venir se faire trouer la peau pour défendre les Congolais? Ils ont parlé de coopération militaire qui revenait. On leur a fait passer un message. Vous voulez faire la coopération militaire avec le Rwanda? Mais voilà ce que nous, on en fait de votre coopération militaire. On attaque au Kivu lorsque le roi est sur place au Kivu avec le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. C'est un message politique fort que le Rwanda a voulu faire passer à la Belgique. Est-ce que c'était aussi là une réponse au docteur Mukwege qui a pris quand même des positions fermes? Le docteur Mukwege a déjà été menacé de mort. Tout ce que l'ONU ou la communauté dite internationale trouve à faire, c'est de protéger le docteur Mukwege. Au lieu de menacer, c'est lui qui menace le docteur Mukwege de mort. Et c'était aussi un message lancé au docteur Mukwege, désigner le Rwanda comme coupable, demander à la communauté internationale d'intervenir. La communauté internationale, soi-disant, est avec nous, parce que pour moi, c'est le club occidental. Le club occidental est avec nous, nous faisons ce que nous voulons. Oui, mais quand même, là, il y a la mission onusienne en RDC depuis pratiquement, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans. Circonstances aggravantes. 22 000 personnes. 22 000 personnes. 1,5 milliard de budget. Ils étaient à Kinshasa faisant du jet ski. Ils ont déplacé leur siège à Goma. On tue deux fois à 150 mètres de là où se trouve ce corps expéditionnaire qui est mieux équipé que certaines armées de la région, avec ces millions de morts. Les hélicos de la MONUSCO, lorsqu'ils décollent de Goma, en moins d'une heure à vol d'oiseau, 30 minutes, ils sont à Bunagana. Est-ce qu'ils ont intervenu? Non. Mais qu'est-ce qui explique finalement cette posture de la MONUSCO en RDC? Pourquoi ils sont si passifs comme ça? Ben, ils sont si passifs, ils ont prétendu d'abord que leur mandat ne leur permettait pas.
Mais la réalité de l'histoire, c'est que ceux qui financent cette distraction, c'est les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne. Le plus gros financier de ce gros machin, comme dirait Charles de Gaulle, ce sont des pays dont les multinationales bénéficient du pillage des matières premières à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai envie de dire que la MONUSCO est là beaucoup plus pour sécuriser le pillage des matières premières du Congo par les multinationales occidentales que pour protéger le peuple congolais. Après, la raison qu'ils trouvent souvent, c'est de dire nous sommes en appui à l'armée congolaise. Si l'armée congolaise ne fait rien, nous, on ne peut pas prendre les devants. Nous ne sommes qu'en appui à l'armée congolaise. Or, l'armée congolaise est infiltrée, mais jusqu'à la moelle épinière. Le véritable commandant suprême de l'armée congolaise, c'est Paul Kagame. À telle enseigne que FARDC veut dire Forces armées de la République démocratique du Congo, mais tous les Congolais de façon presque naturelle, tous les Congolais, j'exagère à peine, beaucoup de Congolais, de façon presque naturelle, disent Forces armées rwandaises déployées au Congo. Alors, nous avons donc assisté à la médiation entretenue par, bien sûr, l'Angolais, d'ailleurs, c'est à Luanda que ça s'est passé. Et pourquoi avoir donc choisi Luanda pour faire cette médiation entre Kinshasa et Kigali que de prendre, par exemple, Denis Sassou Nguesso qui est tout proche à côté? Parce que c'est l'Angola qui dirige le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est un accord qui, grosso modo, sans faire du juridisme, met sur le papier comment on peut piller légalement la République démocratique du Congo. Et maintenant, c'est l'Angola qui dirige ces mécanismes de suivi. Et c'est le président de ces mécanismes de suivi de tous les accords de paix de cette région des Grands Lacs, le président Lourenço, qui doit prendre la main. Donc, il n'a fait que jouer son rôle parce que c'est son mandat. Lorsque ça sera le président Denis Sassou Nguesso, de façon naturelle, c'est lui qui s'occupera du dossier. Pour le moment, juridiquement, c'est au président angolais de le faire et il l'a fait. Et donc, les nouveaux enjeux géopolitiques, comme on le disait d'ailleurs, et géostratégiques au niveau des Grands Lacs et en Afrique centrale, parce que nous savons que la France avait la mainmise sur cette zone, mais on a l'impression que, à vous écouter d'ailleurs, des réponses que vous nous donnez, on a l'impression que ça bascule. Finalement, ce sont les États-Unis qui semblent désormais contrôler toutes ces zones. Les États-Unis ont repris la main. N'oubliez pas qu'ils ont joué un grand rôle dans les indépendants des pays africains, parce qu'à l'époque de la colonisation, les États-Unis ne sont pas un pays colonisateur. Et pour avoir la main, pour avoir voix au chapitre sur les richesses de l'Afrique, parce que les Américains avaient déjà compris, ils ont aidé en sous-main les pays africains à avoir leur indépendance des pays européens. Donc, ils ont fait 2 opérations simultanées. Comme ils avaient presque plus de 60% de toute la production manufacturière du monde, mais ils n'avaient pas où les évacuer, ils ont fait le plan Marshall pour faire de l'Europe une zone de libre-échange économique. Et avec le plan Marshall, la reconstruction de l'Europe, c'était, ils se fabriquaient eux-mêmes un débouché pour leurs industries manufacturières en Europe. Et pour déverser leurs produits en Europe, il fallait les produire déjà. Mais pour les produire, il fallait avoir les matières premières. Donc, il fallait boucler la boucle. S'occuper de l'Europe, en faire un déversoir, entre guillemets, de produits manufacturés américains et libérer en même temps l'Afrique des pays justement européens pour avoir une source d'approvisionnement en matières premières bon marché. Donc, les États-Unis ont donné un sacré coup de main à beaucoup de pays africains pour qu'ils aient leur indépendance. C'est ce qu'on ne dit pas souvent. Et après cela, vu que les États-Unis étaient un peu le patron de beaucoup de pays européens, ils ont sous-traité les pays africains par des pays européens, dont la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, etc. Mais à un moment donné, lorsque l'URSS a chuté et qu'ils étaient seuls maîtres à bord, ils n'avaient plus besoin d'alliés pour faire face à l'URSS. Ils ont décidé de reprendre la main. C'est ce qu'ils ont fait dans la région des Grands Lacs. N'oubliez pas, la République démocratique du Congo, c'est potentiellement le pays le plus riche du monde. Ses richesses minières sont estimées à 24 000 milliards de dollars. Autrement dit, le PIB de tous les pays européens et des États-Unis réunis, supérieur d'ailleurs à cela. Donc, lorsqu'ils ont... avec une population qui croupit dans la misère, c'est curieux quand même. C'est ce que le docteur Mukwege disait.
dans son discours lorsqu'il a eu son prix Nobel de la paix à Oslo, je suis Denis Mukwege, originaire d'un pays le plus riche du monde, dont la population est la plus pauvre du monde. C'est ce que le docteur Mukwege disait. Parce que les Congolais, si on avait la possibilité de les railler de la carte et de les chasser de là, on le ferait. Bon, juste peut-être en faire une main-d'œuvre. Mais être propriétaire de la terre, jouir de ses richesses, ça, il est hors de question de la part de certaines puissances occidentales, dont certains milieux aux États-Unis. Donc, à un moment donné, ils ont sifflé la fin de la récréation, ils ont bouté la France dehors. Tout ce qui s'est passé au Rwanda, l'autre enjeu, c'était aussi bouter la France dehors de cette région, bouter carrément la France dehors et reprendre la main. C'est ainsi que la guerre de l'AFDEL, où le Rwanda a agressé le Congo pour placer au pouvoir Laurent Désiré Kabila et chasser Mobutu, c'était la guerre menée par des moyens fournis par la société américaine American Mineral Field, qui a son siège où? En Arkansas, chez Bill Clinton. Et dans les conseils d'administration, il y a qui? Bill Clinton, George Bush, John Howard, John Major. John Howard, c'est l'ancien premier ministre australien. John Major, c'est l'ancien premier ministre britannique. C'est eux, avec toute leur puissance politique, cette société mineure a conquis militairement des gisements de minerais énormes, par exemple en Afrique, et qu'ils ont recédé après à des majors tels que Barrick Gold, ainsi de suite. Mais eux, avec leur influence politique, ils mettaient les grappins sur certains pays, ils récupéraient des minerais à vil prix et qu'ils vendaient à des majors. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la société s'appelle Adassa et c'est cette société-là qui a mené la guerre de l'AFDEL et aujourd'hui, des multinationales américaines s'en mettent plein les poches. Si je dis américaine, ça dit des Five Eyes, hein? Les pays anglo-saxons dépendants de la couronne britannique. États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Les 5 yeux du monde, les Five Eyes. Ce sont ces pays dont les multinationales bénéficient énormément de la guerre qui se passe au Congo. Du coup, on voit en filigrane que les États-Unis sont des commanditaires, les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi et consorts, c'est des sous-traitants, et tous ceux qui font leur théâtre à Kinshasa au pouvoir, c'est des exécutants, des petites mains qui ramassent des miettes et qui exécutent le plan tel qu'est décidé aux États-Unis dans certains milieux économiques, économico-politiques. Je dis bien dans certains milieux économico-politiques. Ce n'est pas les États-Unis officiels, mais vous savez, tous ces grands pays, il y a les institutions officielles connues et il y a aussi l'État parallèle, l'État profond. Et c'est l'État profond américain qui mène la guerre. Alors, mais face à tout ce système-là, comment faire de la réalité, finalement, s'inverse pour l'intérêt des peuples du Grand Lac, par exemple, ou en Afrique centrale? Parce que lorsque je vous écoute, j'ai l'impression que jusque-là, mais vraiment, c'est la domination totale, alors on ne peut rien faire. Non, je suis en train de poser un diagnostic réel et malheureux, mais cela ne sous-entend pas qu'on ne peut rien faire. Parce que même la plus grande armée du monde ne peut pas vaincre un peuple déterminé. Nous connaissons l'histoire de Gengis Khan avec les peuples mongols. Mais pas plus loin qu'hier, on connaît l'histoire du peuple vietnamien. Aucun peuple au monde n'a subi autant de bombes au napalm que ce peuple. Mais on a vu dans quelles circonstances l'ambassadeur des États-Unis a fui Saïgon. Ce n'est pas Rambo 2, Rambo 3, la propagande américaine qui a donné l'impression. Et même si on ne va pas très loin en Irak, vous pensez qu'ils ont vraiment gagné la guerre en Irak, à part détruire ce pays? En Syrie, ben, on va nous dire, ouais, ils ont eu des alliés. Mais pour avoir des alliés, la Russie, il faut être déjà soi-même déterminé. L'allié ne vient que vous aider, mais il ne vient pas se faire trouer la peau à votre place. Donc, si les Vietnamiens l'ont fait, si les Irakiens l'ont fait, si les Syriens l'ont fait, parce que partout au monde, il y a des peuples héroïques. Vous pensez qu'avec l'histoire glorieuse qu'on a en Afrique, le peuple africain ne peut pas le faire? Mais vous avez vu, regardez le film La chute du faucon noir en Somalie. Comment que les Américains, ils ont débarqué en Somalie avec des moyens énormes en direct sur CNN, venant du Koweït, avec des véhicules amphibies, c'était impressionnant. La suite, on la connaît, hein? Humilié par un peuple somalien déterminé. Ceux qui doutent, ils n'ont qu'à aller regarder le film La chute du faucon noir pour voir. Donc moi, je pense que c'est possible. Les jours où les peuples d'Afrique centrale prendront conscience que trop, c'est trop, parce que les États-Unis ne vont pas venir se mouiller, il faut commencer d'abord par neutraliser tous les collabos. Ce que j'appelle collabos, ce sont des dirigeants africains qui bossent pour des intérêts
non pas africains, mais des intérêts occidentaux, contre les intérêts des Africains. Il faut commencer d'abord par les neutraliser. Et comme ça, les Américains, la gorge profonde américaine, britannique, française, se retrouvera en face des peuples africains. Et la gorge profonde où l'État parallèle américain aura un double ennemi redoutable. D'un côté, c'est le peuple africain déterminé, de l'autre, c'est l'opinion publique américaine. Parce que la plus grande faiblesse des démocraties occidentales, c'est leur opinion publique. Les jours où il y aura plus de sous-traitants, l'opinion publique américaine se rendra compte qu'il y a des personnes aux États-Unis qui utilisent l'argent des impôts des Américains pour aller faire des choses qui vont à l'encontre des valeurs que défendent les peuples américains. Donc, du coup, on aura d'un côté en Afrique un peuple déterminé, de l'autre une opinion publique occidentale éveillée, et la gorge profonde se retrouvera au milieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire profil bas et venir négocier pour un partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est possible. C'est dit comme ça de façon schématique et caricaturale, mais non, l'espoir n'est pas perdu. Je suis optimiste. L'espoir n'est pas perdu. On va terminer par le dernier en fait, volet qui porte sur l'accord passé entre Londres et Kigali, dont le rapatriement, bien sûr, des migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda, qui a semblé connaître un petit souci mardi dernier, où le premier vol de rapatriement a été annulé par la Cour européenne des droits de l'homme. Quelle analyse peut-on faire de la suite de cet accord? Un échec déjà ou c'est juste un petit couac, mais que ça sera réglé? Dans la foulée de ce que nous venons de dire, je vous ai parlé d'un peuple mercenaire. Et j'ai précisé que je ne confondais pas le groupe de Tutsis anglophones qui dirigent le Rwanda aujourd'hui contre les Tutsis francophones, contre les Congolais, contre les Bantous et tout ça. Je ne confonds pas. Je vous avais dit que c'est devenu un peuple mercenaire. Cet accord, c'est un accord de la honte. C'est la traite des êtres humains. Et pour le cas des Africains, c'est la traite négrière. Vous achetez des réfugiés pour 140 millions de dollars, vous achetez des personnes qui n'ont pour seul péché que d'avoir fui la guerre, d'avoir fui la misère et d'avoir cherché un mieux vivre ailleurs. Lorsque les Occidentaux ont senti que chez eux, il faisait froid, qu'ils n'étaient pas riches, ils sont allés chercher le bonheur ailleurs, bien qu'ils y sont allés avec des canons en soumettant d'autres peuples. Aujourd'hui, un jeune Sénégalais, un jeune Burkinabé qui va fuir Daesh, ou un jeune Malien qui va fuir la guerre dans son pays, qui va traverser le désert, qui va traverser la Méditerranée, le plus grand cimetière du monde, et qui va peut-être traverser la Manche. Il arrive en Grande-Bretagne, éreinté, fatigué, humilié, après des mois et des mois de traversée. On l'arrête à la frontière, vous êtes un immigrant illégal, on vous envoie au Rwanda, et pour cela, le Rwanda doit toucher de l'argent. Moi, je ne sais pas si ce n'est pas de la traite des êtres humains, appelez-les comme vous voulez. Mais quelqu'un qui se dit africain est en train de refaire ce que nos ancêtres ont vécu, en train d'acheter des êtres humains que la Grande-Bretagne est en train de vendre. C'est un accord inique, scélérat, des accords de la honte. Comment on détermine qu'un migrant est illégal? Parce que quelqu'un qui fuit, qui se déplace, ça peut être quelqu'un qui s'exile pour se protéger de quelque chose. Il faut l'entendre au fond, qu'il s'explique pourquoi il a fui, par où il est passé, pour déterminer si c'est un migrant économique ou si c'est un réfugié, ou quelqu'un qui a vocation à se réfugier en Grande-Bretagne. Et ils veulent l'immigration légale. Vous pensez que lorsqu'il y a guerre au Sahel, un jeune va aller demander un visa? Oui, il y a la guerre, moi je veux un visa. Ou vous pensez que lorsqu'il y a le terrorisme au Burkina Faso, un jeune Burkinabé va attendre son dossier de visa des années et des années parce qu'on sait qu'en Afrique, il est plus facile à un chameau de passer par les Chadi-Negui qu'à un Africain d'obtenir un visa pour aller en Occident. Vous pensez que l'immigration légale, c'est possible? C'est ainsi que le premier vol a eu un couac. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des associations, il y a un des avocats qui a contacté la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans son arrêt, dit globalement ceci, qu'on ne peut pas renvoyer quelqu'un au Rwanda si on n'a pas traité son affaire au fond. Il ne suffit pas de constater à la frontière que vous avez votre visa, non, vous êtes un migrant illégal, on vous vend au Rwanda.
moyennant les 140 millions de dollars qu'on leur a donnés. Comme ça, on va louer des avions des Rwandais, ils vont s'en faire encore, s'en mettre plein les poches, on vous envoie au Rwanda. La Cour européenne des droits de l'homme dit, lorsque quelqu'un se présente, c'est moi qui explique en fait, elle ne dit pas ça, mais c'est mon explication de ce qu'ils ont dit. La Cour européenne des droits de l'homme dit à peu près ceci. Lorsque quelqu'un se présente à la frontière, pour savoir si c'est un migrant légal, ou illégal, vous devez d'abord le recevoir, l'écouter, pour déterminer s'il a réellement fui une guerre et que s'il rentre dans le cadre de la Convention de Genève de 1958 sur les réfugiés. Et une fois que vous l'avez entendu, la personne vous dit, voilà, j'étais dans telle ville, il y a la guerre, j'ai été victime de ci, j'ai été victime de ça, voilà les preuves. Maintenant, la Grande-Bretagne a ratifié cette convention. Si cette personne le prouve, donc il est réfugié, il reste en Grande-Bretagne, pourquoi l'envoyer au Rwanda? Pourquoi l'envoyer au Rwanda? D'autant plus qu'on sait que le Rwanda, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, déjà, et c'est une prison à ciel ouvert. Donc, quelqu'un qui fuit une insécurité quelque part, qui se retrouve en Grande-Bretagne, vous l'envoyez au Rwanda, un pays où la population rwandaise elle-même a été placée sous une chape, qui n'a pas voix au chapitre, qui ne peut pas parler. Lorsque vous parlez, c'est la prison. Et lorsque vous arrivez en prison, que vous agitez un peu beaucoup, on vous retrouve pendu, comme par hasard. C'est dans ces pays-là qu'on oui, évidemment, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est qu'on envoie ces demandeurs d'asile au Rwanda pour que le Rwanda traite leur dossier. Mais une fois qu'on a constaté, évidemment, ou qu'on a validé que c'est vraiment un exilé ou un migrant légal, qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie au Royaume-Uni ou on le garde au Rwanda? Déjà que le Rwanda, c'est un petit territoire, donc le Rwanda a ce souci de territoire. Et comment ça devrait se passer exactement? Mais c'est justement les failles de ces documents de M. Johnson qui paraît bizarre. Les Rwandais auraient envahi le Congo parce qu'ils ont des problèmes de territoire. Ils sont exigus. 26 338 km² pour 11 millions d'habitants. Sauf que la Belgique et la Suisse sont dans le même cas. La Belgique, c'est 25 000 km² à peu près pour 10 millions d'habitants. En Belgique, il y a le planning familial. Et en Belgique, on ne rêve pas d'envoyer la population belge en France. Donc, leur raison aussi, là, c'est bon, voilà, c'est un peu capillotracté. Mais c'est quand même un pays exigu. Alors, ce pays exigu va récupérer tous les réfugiés que les pays occidentaux n'aiment pas. Parce qu'ils ont signé le même accord avec le Danemark. Ils ont signé le même accord avec Israël. En Israël, le Rwanda. Ah oui, oui. Pour récupérer les migrants noirs que Israël ne veut pas. Pour récupérer les migrants africains que le Danemark ne veut pas. Pour récupérer les migrants africains que l'Europe entière ne veut pas et qui sont bloqués en Libye. Donc, ils ont signé des accords avec la Grande-Bretagne, l'Union européenne pour ceux qui sont en Libye, le Danemark et Israël. Et pour Israël, ils vendent les migrants moyennant les armes. C'est-à-dire l'Israël devait donner de l'argent pour chaque migrant que les Rwandais récupèrent, mais les Rwandais préféraient récupérer une arme pour chaque migrant. Bon, en tout cas, les discussions étaient quand même à ce niveau-là. Ils étaient d'accord sur le principe. Bon, il y avait quand même des débuts de discussion sur prendre l'argent ou prendre les armes. Vous voyez comment c'est vicieux. Et c'est ces pays-là qui est un modèle en Afrique. Vous voyez combien c'est vicieux. Donc, la Grande-Bretagne a des moyens. Ces migrants, quand on les écoute, il faut avoir des moyens techniques, juridiques, des gens formés. On ne va pas sous-traiter. C'est là au Rwanda. Maintenant, à la fin, pour les envoyer où? La vraie question reste comme beaucoup n'auront pas leurs papiers, ils vont rester au Rwanda. C'est ce qui a été dit. Ils vont commencer à financer le Rwanda pour qu'ils restent au Rwanda. Qui n'est pas non plus un modèle des droits de l'homme, malheureusement. Qui n'est pas un modèle des droits de l'homme. Et puis, on va se retrouver avec des populations culturellement qui n'ont pas vocation à être là. Ben, les Afghans, les Irakiens et tous les autres Africains qui vont se retrouver au Rwanda. Ben, les jours où et après, on parlera du terrorisme. Et puis, voilà. Oui, bien sûr. C'est comme ça que ça va arriver dans la région. Et les Nigérias sont Boko Haram. Le Congo aura quelque chose qui ressemble à Boko Haram. Et puis, la boucle est bouclée. Hein. Alors, c'est la fin de cette émission. En tout cas, merci à Karine Maïzo. Mais un mot pour terminer, notamment pour les deux peuples frères Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, puisque tout à l'heure nous avons parlé du rapprochement Kigali
de Brazzaville, qui semble un peu créer des tensions à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit au niveau de Brazzaville, à l'extérieur, à Kinshasa, et voilà. Quel est le message qu'on peut retenir ou qu'on peut envoyer à ces deux peuples? Rappelez au peuple du Congo, Brazzaville, le peuple du Congo, Kinshasa, que c'est le même peuple, c'est des frères. Et puis de temps en temps, ça s'écharpe, ça s'étire. Bon, même si l'image ne plaira pas, mais je préfère quand même donner l'image. J'ai dit, dans une famille, les grands frères se battent toujours avec les petits frères. Hein? C'est en famille. Nous avons une communauté de destin qui est symbolisée par ce fleuve que nous partageons, qui est symbolisée par ces langues que nous partageons, les Lingala et les Kikongo, qui est symbolisée par cette musique, cette rumba que nous partageons. Après, que les Congolais de Brazza de temps en temps puissent avoir une opinion négative des Congolais de Kinshasa, c'est naturel. Lorsqu'il y a un grand pays à côté d'un petit, c'est toujours cette tendance-là. N'oubliez pas, Kinshasa, c'est 18 millions d'habitants. Le dernier rapport de la CIA parle de 16 millions d'habitants. Kinshasa, c'est 16 millions d'habitants, 4 fois toute la population du Congo-Brazza. C'est-à-dire, si on prend un calcul simple là que moi-même j'ai fait, hein, je prends des chiffres, calcul simple. Si vous prenez 16 millions d'habitants, vous dites que bon, dans ces 16 millions d'habitants, il y a 10% de voyous. Vous aurez 1 600 000 voyous. À Kinshasa, qui s'y traverse à Brazzaville, qui n'a que 500 000 habitants, Brazza aura l'impression d'être envahi. Si on prend 10% des Congolais de Brazzaville qui sont des voyous, sur 4 millions de personnes, ça fera 400 000 personnes. Mais si on prend 10% des Congolais de Kinshasa qui sont des voyous, c'est 120 millions d'habitants, ça fera 12 millions de personnes. Et comme on est côte à côte, il suffit qu'une partie infime de ces voyous traverse à Brazza pour qu'à Brazza, on ait l'impression d'être envahi. Mais par contre, vous pouvez prendre tout Brazzaville et le faire transférer à Kinshasa, ils vont se diluer très facilement. Donc, cette perception de voyou, Mutumabe, comme on dit dans nos langues, c'est juste une vue de l'esprit, c'est une perception. Ce n'est pas la réalité. C'est ainsi que si vous allez au Bénin, le Satan, c'est les Nigérians. Et ils sont 230 millions d'habitants pour des Béninois qui sont moins de 5 millions. C'est toujours le même phénomène, en fait. Et lorsque vous allez aux États-Unis vers le sud, le Mexique étant un peu plus pauvre, les États-Unis riches, les diables, c'est les Mexicains. C'est des petits phénomènes comme ça frontaliers qui ne vont pas casser ces liens de sang, ces liens forts de fraternité que les Congolais de Brazza et les Congolais de Kinshasa ont. Et souvent instrumentalisés par les politiques. Oui, souvent instrumentalisés par les politiques, mais au niveau de la société civile, les musiciens, ils sont à Brazzaville, ils sont à Kinshasa. Il est à Kinshasa, il appelle un homme d'affaires du Brazza mon grand frère, et tous ces enfants qui sont nés des couples mixtes. Enfin bref, c'est un peuple frère. Nous avons une communauté de destin. Il y a un groupe de gens hégémonistes qui veulent nous soumettre. Devant eux, nous avons une communauté de destin. Ensemble, nous serons plus forts. Défendons-nous ensemble, nous serons plus forts. Ces gens ne vous veulent pas du bien. Ne confondez pas ces gens avec le peuple rwandais qui n'a rien à voir avec cette affaire. Je parle bien de ces gens, les gens de l'UNAR. Ils ne nous veulent pas du bien. Ce qu'ils ont fait en RD Congo avec les millions de morts qu'ils ont fait, ils vont le faire au Congo-Brazzaville. Ce qui les intéresse, c'est votre bois, c'est votre pétrole, c'est votre littoral où il y a beaucoup de poissons. C'est vos richesses minières. C'est ce qui les intéresse. Pour ce qui est du reste, ce sont nos affaires de famille, on s'arrangera entre nous. Mais défendons-nous d'abord vis-à-vis de l'envahisseur extérieur. Voilà le message que je pouvais. Voilà, on se défend d'abord contre l'ennemi qui vient de loin et le reste, ça se règle en famille. Et pour la jeunesse des deux pays, en tout cas, qu'ils fassent un peu mieux que la génération d'avant, où il y avait quelques incompréhensions instrumentalisées par les politiciens. Je pense que la jeunesse peut mieux faire que notre génération. De toute façon, elle est beaucoup plus instruite. En plus, elle est capable de comprendre certaines choses. Merci, Kevin Maïzo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Vous étiez là en train de décrypter avec nous les nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. En tout cas, merci d'avoir disposé tout ce temps pour nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Likez, partagez. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, abonnez-vous et aussi cochez sur la cloche
de notification pour ne rien manquer de nos programmes. On se dit donc merci et à très bientôt.